et tant de portes à ouvrir. Alors là, ça va être très condensé, mais je vais donner 6 phrases clés. Six phrases clés, c'est-à-dire non pas des maximes, mais des points de réflexion qui peuvent, une fois encore, accompagner tout le parcours. La première, Stanislavski. Ce que je déteste au théâtre, c'est le théâtre. Ce que je déteste au théâtre, c'est le théâtre. Deuxième phrase de Stanislavski. Il faut partir de soi, mais il faut partir de soi. Celle-là, je l'aime bien. Il faut partir de soi, mais il faut partir de soi. Elle ne prend sens, évidemment, que si on accentue différemment les 2 segments de la phrase. Il faut partir de soi, mais il faut partir de soi. C'est-à-dire que le jeu consiste, bien sûr, à partir de soi, c'est-à-dire de ses propres capacités, compétences, sa propre subjectivité, mais à condition de partir, c'est-à-dire ayant puisé dans ce champ de force personnel, de partir sous la forme d'une fiction qu'on crée. Donc il ne s'agit pas de se jouer soi-même, mais on ne peut jouer qu'avec ses propres forces. Jouer, ce ne sera jamais que mettre ta chaleur dans son langage. Ce ne seront jamais tes mots. Tu les empruntes à l'auteur. Mais ça ne peut être que ta chaleur. Ta chaleur dans son langage. Et pour mettre ta chaleur dans son langage, il faut que tu partes de toi, mais il faut que tu partes de toi. Ce que je déteste au théâtre, c'est le théâtre. En d'autres termes, attention à toutes les formes de conventions qui se mettent en place à notre insu et qui sont là pour édulcorer la réception, etc., et dire « mais c'est pas possible, c'est étrange, regardez un film des années 40 avec des grands acteurs tels Jouvet, etc., paraît aujourd'hui, quelle que soit la qualité du jeu, etc., paraît conventionnel parce que ça repose sur des principes qu'on a déplacés et ça paraît un peu vieillot. Ça n'empêche pas la qualité. Hein, il en va de même d'ailleurs sur les interprétations musicales. Hein, quand on entend des formes musicales, des orchestrations du début du XXe siècle, ça paraît un peu bizarre. Quoi, hein. Jouvet maintenant. Donc, ce que je déteste au théâtre, c'est le théâtre. Il faut partir de soi, mais il faut partir de soi. Jouvet. L'acteur commence toujours trop tôt par le sentiment. Il joue trop tôt. L'acteur joue trop tôt. C'est-à-dire, quel est le chemin à accomplir qui va nous permettre d'arriver au sentiment et non pas partir du sentiment pour, depuis, je vais m'expliquer après sur le tenant et aboutissant de ça. Pas partir du sentiment. Il faut partir très concrètement, le plus simplement possible, des conditions concrètes d'énonciation, c'est-à-dire traditionnellement ce qu'on appelle la situation. Qui est là? Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font l'un par rapport à l'autre, ces deux-là? Qui sont-ils l'un par rapport à l'autre? Pas de dire tout de suite
Alceste, il est énervé. Alors, vous commencez le misanthrope comme ça dure 2 heures. Comme il rentre énervé, vous allez volter dès la première minute, mais putain, mais comment vous n'allez jamais tenir 2 heures. Attention, hein. Le voltage, une fois que c'est bien incandescent, là, il faut redescendre, hein, parce qu'au bout de 5 minutes, c'est insupportable. Quelqu'un qui crie sur un plateau, quelqu'un qui vocifère, quelqu'un qui est en colère pendant 2 heures, qui me dit, tais-toi, arrête, la fatigue, y compris Alceste. Donc, il faut être un peu malin. Il est très, très énervé au début. Il faut en poser les signes, etc. Mais il va falloir moduler. Hein. Dans une symphonie, vous avez des mouvements différents. Hein. Donc, un adagio, de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Donc, savoir moduler comme ça. Et mon rapport à la musique, ma référence à la musique n'est pas de hasard. L'acteur commence toujours trop tôt par le sentiment. Le sentiment, vous allez le trouver en fin de parcours, quand toutes les conditions auront été réunies et que vous croirez à ce que vous faites. Si vous avez la capacité, ne vous inquiétez pas, le sentiment, il va vous saisir. C'est lui qui va vous saisir. Ne vous en emparez pas, malheureux. Stanislavski, c'est important. Il faut présenter sur scène la vie d'un esprit humain. To build the life of a human spirit. De construire la vie d'un esprit humain sur scène. C'est ça à quoi il faut tendre. C'est ça qui va faire qu'on va y croire, comme on dit. Important, y croire. Alors, là encore, Stanislavski, tout bêtement, il dit « Je me suis rendu compte un jour que quand j'étais sur scène, je ne voyais pas vraiment et je n'entendais pas vraiment. » Eh bien oui. Ça, c'est chiant. On se rend compte qu'on ne voit pas vraiment, qu'on n'entend pas vraiment, que ce que vous dit l'autre, ça ne vous fait pas l'effet supposé, qu'on devrait éprouver quelque chose. Putain, je devrais être en colère. Merde, je ne suis pas en colère. Comment je fais? Alors je vais faire semblant. Je vais me prendre les signes extérieurs de la colère pour faire croire que je suis en colère. Je vois bien que ma parole ne porte pas, qu'elle n'a pas d'impact sur l'autre. Alors je vais monter le ton, je vais accélérer. Mais là, je pense que je vais vraiment les convaincre. Là. Tous les pièges terribles. Et oui. Le premier constat, il doit être déceptif. Il faut connaître cette déception. Je ne suis pas vivant ici. Pourquoi? Mais parce que la situation n'est pas naturelle. Personne n'a de problème pour embrasser son fiancé ou sa fiancée quand il est dans l'intimité, enfin, à moins de névrose majeure. Mais sur scène, c'est quand même gênant. Et pourquoi? Je reviens à l'anthropologie. C'est-à-dire, je sors du champ du théâtre comme tel. C'est que nous avons un rapport crispé, querelleur, au regard. Je vais reprendre une image parisienne, mais parce que c'est plus facile pour moi, si je puis dire, mais elle parlera à tout le monde. Mettez-vous dans un compartiment de métro, regardez pendant 10 secondes quelqu'un dans les yeux. Si c'est un mec, il vous en retourne une. 10 secondes, hein. Si c'est une fille, elle dit... Enfin, supposez qu'on soit encore dans les catégories hétérosexuelles, un peu transposées à votre regret. Au bout de 5 secondes, la fille se dit « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» Mais il n'y a pas 5 secondes. Et mettez les yeux droits dans les yeux d'un mec pendant 5... Hein? Alors, mais pourquoi? On peut bien regarder... Quand on regarde un paysage, le paysage ne dit pas « Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Ah, c'est que nous sommes terriblement vulnérables au regard. Alors évidemment, quand on est là, on est exposé, sacrément.
Et puis il n'y en a pas un regard, il y en a 200, il y en a 1000. Mais enfin, il y a surtout la structure du regard, le regard comme structure. Alors ça, il faut remonter dans l'histoire de l'être, dans la psychogenèse de l'être, pour comprendre. Il faut renvoyer à Lacan, pas Isabelle, Jacques. Le stade du miroir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que nous devenons humains à travers cet événement qu'est le fait que nous nous reconnaissions dans un miroir, que sinon nous sommes psychotiques, qu'il n'y a qu'une catégorie de singes. Alors ça, si quelqu'un un jour peut me rapporter cette information-là, j'en serais tellement heureux parce que j'ai perdu la référence et je ne la retrouve pas. Un petit tigre, vous le mettez devant un miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il est susceptible de rentrer dedans, pensant qu'il y en a un autre là, et il se cogne. La plupart des singes ils vont derrière le miroir. Là, et il y a des singes qui, comme, selon on monte dans les espèces là, et il y en a qui préfigurent quelque chose qui les trouble, on voit bien, et le test que ne réussit qu'une catégorie de grands singes, c'est qu'on met un point rouge sur le front de ceux. Alors, il y a une catégorie de singes qui va effacer le point rouge sur le miroir. Ça veut dire qu'il n'a pas compris que c'était son propre reflet. Et il y a une catégorie qui fait ça sur son propre front et qui efface la trace qu'il voit dans le reflet. Ça, pour Lacan, c'est un moment clé, dit Stade du miroir, écrit Lacan, de l'advenu du sujet humain dans l'ordre humain, c'est-à-dire l'ordre de la représentation de soi dans l'image. Et comme image globalisée. Antérieurement, dit Lacan, le corps, je déteste ce mot, le physique, dit-il, est morcelé, c'est-à-dire la main, ça ne fait pas tout. L'idée du miroir, c'est l'idée du reflet, mais c'est l'idée de l'unité du corps. Le pied, la main sont reliés par l'image. Ce n'est pas ce qu'on appelle le corps morcelé, qu'on trouvera aussi dans la psychose, c'est-à-dire que le corps n'est pas reconnu comme unité. Et que donc la main devient, si je puis dire, indépendante, le pied indépendant, etc. Je ne parle pas là de la coordination motrice, je parle de la représentation. Ceci est mon corps, si j'ose dire. Bon, c'est très bien, tant mieux, on n'est pas psychotique. Simplement, on est névrosé. C'est-à-dire qu'on est prisonnier de ça. Nom de Dieu. Combien nous sommes prisonniers de l'image? Et notre société, la société contemporaine, est catastrophique pour ça, n'est-ce pas? En enfermant les gens dans leur corps, c'est-à-dire dans leur image. C'est pour ça que je distingue. La notion de corps m'énerve, parce que de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'animation charnelle d'un être, ou est-ce qu'on parle de son image? C'est pas la même chose. Les images, c'est sage. Donc les images, c'est sage. Donc les images, c'est chiant. Bon. Donc l'accord d'acteur, c'est pas une image. Ça m'énerve de voir ces acteurs qui font de la pub à Gianni et Brad Pitt, où on confond le fait de vendre du parfum et le fait de jouer. Pourquoi c'est les acteurs qui font ça? Qui est des mannequins? Ça ne me fait pas mon problème. Pourquoi est-ce que c'est les acteurs qui vont faire ça? C'est-à-dire qu'on vient là à rapprocher, une fois encore, l'acteur de l'ordre de l'image. Je dis que l'acteur, c'est la sortie de l'image. Est-ce que je me fais comprendre? Alors oui, ce miroir, il nous contraint. La preuve, elle est simple. Vous la prenez sur un tout petit enfant. Impossible, ou presque, de photographier un enfant dès 6-7 ans sans qu'il grimace
c'est-à-dire cherche à composer l'image qu'il suppose être celle que l'autre attend de lui. Un petit bébé, un chat, vous pouvez les photographier, ils ne se soucient pas, ils ne se supposent pas. Mais très vite, 6-7 ans, là, l'enfant très souvent grimace parce qu'il sait qu'il doit donner une image, n'est-ce pas? Et qu'il ne sait pas laquelle, donc il essaie, comme des masques qu'il essaie, avec l'idée qu'il faut paraître d'une certaine façon. Mais cette question-là, on va la retrouver en scène. On va la retrouver en scène parce qu'elle nous habite constamment, et je ne dis pas qu'on peut l'évacuer, il ne s'agit pas d'évacuer, on ne peut pas l'évacuer. Simplement, on peut faire passer la chose en sourdine. Le problème d'un acteur, une fois encore sur scène, c'est très simple. Il ne faut pas qu'il s'occupe de lui-même. On est dedans, dès qu'on commence à se dire qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois faire, etc. Alors là, tu es foutu, mon pote. Il faut arriver, si je puis dire, à une telle passion pour ce qu'on dit, ce qu'on fait, la situation, les personnages, c'est pas qu'on s'oublie, on n'y pense pas. De même qu'on ne pense pas à son image quand on est en train de gravir une paroi rocheuse. On a autre chose à faire. Hein? Donc il faut avoir autre chose à faire pour soulager cette pression. Nous vivons sous un regard. Ce regard de surcroît, il est de l'ordre du mauvais œil. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train soit de rafistoler son image, soit d'essayer de sauver quelque chose de son image par le vêtement, le maquillage ou autre chose, et que la moindre ride est une catastrophe, etc. Le moindre bouton, un drame. Misère. J'y insiste, c'est important. Le regard de l'autre est vécu comme maléfique en pareille situation. Ce n'est pas un regard amoureux qu'on imagine porter sur soi, c'est un regard critique. Et c'est ce regard critique qui nous fait dire « il faudrait que je fasse ça parce que je pense que l'autre… » Alors c'est pour ça qu'on est emmerdé avec ses bras, par exemple, sur ça. Parce que dans la vie, vous ne pensez pas à la place qu'occupent vos bras, vous ne vous préoccupez pas de vos bras. Mais si je vous mets là, tout d'un coup, alors le mieux, on dit, comme à l'armée, on a toujours des pantalons, voilà. Hein? Parce que se pose la question de la représentation. Encore, on ne se sort de cette question-là qu'en étant s'obnubilant de quelque chose, et pour ça, après ça me venait à l'esprit à l'instant, ouais, quand on grimpe une paroi rocheuse, on ne s'occupe pas de comment on est habillé, si on est beau ou pas. Là, on a autre chose à faire. Alors pourquoi je n'aime pas cette histoire de corps? Parce que c'est un concept, c'est pas un concept, c'est une notion fourre-tout. Donc, parce que moi je vais dire on a deux corps, au moins. En tout cas, pour qu'on se comprenne, je peux opposer les deux corps. On a le corps au miroir, celui que je viens de définir, qui fait image. Et puis on a ce que j'appelle le corps impressionnel. C'est celui-là qui m'intéresse. C'est celui-là, le corps du jeu. C'est le corps impressionnel. C'est-à-dire qu'on peut faire chuter, une fois encore, l'ordre de l'image de soi au profit d'une restauration sensible, d'une restitution sensible, du toucher, de l'animation. Et là, je vais venir, par exemple, à ce qu'on peut demander du corps d'un acteur à un acteur. Quel corps on lui demande? Comme il n'y a pas de corps du théâtre, on va emprunter d'autres corps. Donc moi, j'ai été chez Decroux pendant une année. Alors c'était très mécanique, chiant. J'étais chez Grotowski. Alors là, c'était
Hein? Bon. Je cherchais. J'étais en Inde, des ashrams, 6 mois. Good body. Ah, good body. Ah ben justement, le corps d'acteur, on fait du mime, on fait de l'acrobatie, on fait de la danse, etc. Je ne dis pas de mal de ça. Hein? Mais ce n'est pas le corps de l'acteur. Au contraire, il faut quand même faire. Il faut que ce soit délié, quoi, c'est tout. Bon. Qu'est-ce que c'est que le corps de l'acteur? C'est un corps qui est apte aux impulsions mentales, quoi, qui n'est pas entravé par je ne sais quelle contrainte intérieure. Donc il faut qu'il soit disponible. C'est tout. Que si l'impulsion vient de faire ça, qu'elle puisse se développer, cette intuition. Forcément, si on est cuirassé dans son corps, merde, je voudrais bien bouger, mais j'y arrive pas. Corps disponible aux impulsions mentales, de tout ordre. Corps impressionnel. Alors, c'est quoi le corps impressionnel? Le corps impressionnel, c'est le corps de l'amour charnel. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'amour charnel? C'est un des rares instants de la vie où tous nos sens sont rassemblés, où il n'y a pas prévalence d'un ordre sur l'autre, où précisément même il y a bascule de l'ordre spéculaire, c'est-à-dire de l'ordre du regard, vers la restitution sensible des autres sens. Au départ, notamment dans le désir masculin, très volontiers la chose part de l'impulsion visuelle, l'attraction, l'attrait, l'attirance pour quelque chose qu'on voit. Mais ce quelque chose qu'on voit et qui attire, on passe dans un autre ordre dès qu'il y a l'échange charnel. Et là, tous les autres sens se mettent en jeu. Goûter, sentir, respirer, toucher. N'est-ce pas? C'est un des rares moments, voir, entendre la parole en tant qu'elle fait partie du corps charnel. Les mots échangés, le soupir, les soupirs, la caresse, sentir, goûter, tout sens rassemblé. Corps purement impressionnel. Je dirais que sur le plateau, ce serait bien que ce soit un peu comme ça. D'abord parce que ça ne se soumet pas à condition de circonstances données, de rencontres faites, de cadres s'y prétendent, mais ça serait bien d'avoir le corps de l'amour en dehors des situations d'amour. Finalement, c'est rare.